Monsieur le Président du Forum d'Avignon, cher Nicolas Seydoux, Madame la Commissaire, chère Nelly Kreutz, Mesdames et Messieurs, chers amis, je suis extrêmement heureux d'être une fois de plus parmi vous à Avignon pour la 3e édition de ce forum. Un forum qui a été conçu pour permettre au milieu de la culture, des médias et de l'entreprise de se rencontrer afin d'imaginer ensemble les moyens politiques ou industriels permettant de protéger et de promouvoir la diversité culturelle dans l'esprit de la Convention de l'UNESCO de 2005. Le Forum d'Avignon, c'est aussi, depuis sa naissance, lors de la présidence française de l'Union en 2008, un projet européen et international. À cet égard, je salue la présence de Madame la ministre de la Culture d'Israël, qui nous a fait l'honneur de nous rejoindre. C'est mettre de côté le temps d'un dialogue, les logiques de profit, les réflexes nationaux, pour prendre ensemble la mesure du tournant numérique et de son impact considérable sur toutes les dimensions de la culture. Depuis au moins 15 ans, et la montée en puissance de l'Internet, nombreuses furent les rencontres sur la notion de société du savoir et l'économie de l'immatériel, sur la stratégie de Lisbonne pour une économie compétitive de la connaissance et sa reprise dans la stratégie européenne 2020. Dans le spectre très large des enjeux liés au tournant numérique, on croise aussi bien des débats de microéconomie sur l'émergence de modèles viables pour les entreprises, des questions de droit et de gouvernance globale touchant au commerce international et à la propriété intellectuelle. Mais ce sont également des transformations de fond qui se jouent, relevant de l'anthropologie des pratiques culturelles et d'une nouvelle écologie, pourrait-on dire, de l'esprit. Une fois de plus, la théorie et le lexique ont un train de retard sur les révolutions technologiques en cours. On entend encore souvent parler de l'aube d'une ère nouvelle, alors que la journée du numérique est déjà bien avancée. Pour autant, ce retard a ses vertus. Il correspond au temps de la réflexion. Les réunions de tout type se multiplient, les efforts des prospectivistes aussi, guetteurs de tendances et de signaux faibles, et pourtant, rares sont les entrepreneurs, les créateurs, les décideurs ou les citoyens du net qui peuvent se targuer en toute honnêteté d'y voir clair, sauf à jouer le jeu très souvent intéressé de la prophétie autoréalisatrice au profit de nouveaux apôtres qui veulent avant tout vendre leurs tuyaux ou leur business model. Face à eux, on trouve parfois des héros de western tardifs, toujours à cheval, tel James Coburn dans « Il était une fois la Révolution », qui tentent de ne pas voir que la modernité et la voiture ont déjà fait leur apparition. À rebours des postures performatives et du clinquant des certitudes, je préférerais adopter avec vous le chemin de la modestie et de la prudence pour parcourir la ligne de crête de quelques constats simples sur lesquels, je crois, on peut s'accorder concernant le tournant du numérique. Tout d'abord, il s'agit d'une révolution cognitive. À nouveau, avec vous, je voudrais rendre visite à ce que j'appellerais la pharmacie de Platon. Dans le mythe de Teute, quand le pharaon Thammuz reçoit l'écriture en présent de ce Dieu inventeur, il en perçoit d'emblée la double contrainte. À ses yeux, l'écriture est pour le savoir et la mémoire un pharmacone, dont Jacques Derrida, dans un texte célèbre, nous rappelait qu'il signifie en grec à la fois remède et poison. Le monde des épopées transmises oralement,
la sacralité de la parole, plus rien désormais ne sera jamais comme avant. Qu'en est-il aujourd'hui? On retrouve les thèmes principaux que Platon abordait dans le Phèdre. Nos nouvelles prothèses créent chez nous un souci de la perte, comme la tablette d'écriture pour le pharaon. Ce sont d'autres tablettes, d'ailleurs, bien plus sophistiquées, dont nous disposons désormais. Mais elles génèrent le même sentiment mêlé, à la fois d'une très forte libération et d'une perte peut-être irrémédiable. La perte du temps, notamment, est probablement la plus propre à notre tournant technologique. Le temps passé à trier des contenus, à se reconstituer une grammaire, le temps perdu à zapper, à ne pas pouvoir se fixer, le tout au profit d'un consumérisme culturel appauvrissant et au détriment du temps de l'appréciation, du qualitatif, comme l'a noté très justement Bernard Stiegler. À ce souci de la perte s'ajoute celui des nouvelles dominations. L'anthropologue Jacques Gaudy avait parlé dans son ouvrage « La raison graphique » de la mise en tableau du monde par l'écriture dès l'époque moderne et avant l'industrialisation. Peut-être assiste-t-on à une mise en tableau du monde d'un nouveau type, où les exclusions se joueront non seulement sur l'accès ou non aux nouvelles technologies, mais également à leur maîtrise. La fracture numérique, ce n'est pas seulement une question d'équipement, c'est aussi une affaire d'acquisition de compétences, d'une nouvelle approche du savoir. Ces inquiétudes, nous les connaissons bien. Nous n'avons pas encore les moyens de savoir si le formidable remède de l'accès et de la vitesse l'emportera sur le poison de l'abondance et de la perte du temps. Il s'agit évidemment aussi d'une révolution pour les créateurs. La même ambiguïté est perceptible dans le domaine de la création. Le tournant numérique offre à coup sûr des possibilités formidables pour les créateurs. Une capacité démultipliée à toucher leur public, bien sûr. La perspective aussi de voir émerger la possibilité de produire des œuvres en réseau, avec des modalités adaptées de gestion des droits d'auteur. Avec, par exemple, la participation cette année de Creative Commons, nous aurons probablement un débat riche entre les tenants de l'open source et ceux qui défendent, pour les industries culturelles, des lignes plus classiques. Pour l'heure, les modalités de financement des créateurs sur le net restent encore incertaines. Là aussi, le pharmacone frappe à la porte. Pour une visibilité démultipliée, l'horizon de la rémunération reste encore brumeux. Bien avant les années MySpace, on peut voir dans la correspondance échangée entre Joseph Haydn et Mozart combien ces génies compositeurs étaient eux aussi préoccupés par la sécurité de leurs revenus, alors qu'ils essuyaient en quelque sorte les plâtres de la mise en place du droit d'auteur. On pourrait encore décliner l'ambiguïté du remède et du poison pour bien d'autres domaines où le tournant du numérique connaît un impact maximal. Je pense bien sûr à la révolution qu'il implique pour les médias et le journalisme. Derrière l'accélération de la transmission, sans doute aussi fulgurante que celle qui avait autrefois porté Martin Luther et les feuilles volantes de la Réforme, se pose là aussi la question du financement incertain dans un horizon où l'instabilité d'un paysage en pleine recomposition, du papier aux écrans, suscite des inquiétudes légitimes. Le lecteur est concerné lui aussi par le trop-plein d'informations quand l'accès devient l'excès. La prière de l'homme moderne
dont Hegel parlait à propos de la lecture matinale du journal se joue désormais bien différemment. Elle est devenue une prière connectée, branchée tout au long de la journée. De manière générale, qu'il s'agisse de lire, d'écouter ou de voir, c'est bien donc à une révolution des pratiques culturelles que l'on assiste. L'individualisation et l'atomisation des pratiques en ligne du lecteur, de l'auditeur, du spectateur, sa solitude et son manque de repères parfois s'accompagnent aussi d'une liberté inouïe, celle de pouvoir accéder à des contenus de tous horizons et du monde entier, sans que cependant il n'ait jamais véritablement une garantie sur la véracité des sources. Avec le tournant numérique, la tablette que Thoth remet à Pharaon s'est transformée en pilule dans nos mythologies modernes. C'est le choix que Neo, dans Matrix, doit faire entre la pilule rouge et la pilule bleue, entre l'ignorance et le savoir, à ceci près qu'il n'y en aurait qu'une seule, à la fois bleue et rouge. Que faire quand nous l'avons tous, ou presque tous, avalée, du moins dans nos pays industrialisés? Tout d'abord, peut-être, nous garder des nouveaux fétichismes que la technologie peut produire et ne pas prendre les tuyaux pour des contenus. Nos écrans, qu'ils soient petits, grands, plats, portables ou non, sont avant tout des instruments au service de chacun. Ils peuvent d'ailleurs parfois produire des œuvres singulières, comme celle de David Hockney, que l'on peut admirer actuellement à Paris, qui a su reprendre des techniques de dessin vieilles de Dürer sur des iPhones ou des iPads, en jouant sur les nouvelles possibilités offertes par ces supports. Comment détourner le fétichisme de la technologie pour créer à nouveau une œuvre magnifique. Mais il s'agit bien sûr de David Hockney. Nous avons en France très largement pris le virage du numérique. Nous mesurons les chances extraordinaires dont il est porteur et les défis qu'il pose. Les acteurs publics comme privés s'en sont pleinement emparés. Reste à savoir, face aux quelques constats que je viens d'évoquer, ce que sont les responsabilités que nous devons porter ensemble. J'en rappellerai quelques-unes. La première, c'est de garantir l'accès. Garantir l'accès aux biens et aux services culturels en ligne. Je n'affectionne pas particulièrement le terme de fracture numérique. Dans le novlangue global, les fractures et les gaps se multiplient. Il n'y aurait plus de problème, il n'y aurait que des fractures à réduire. Le tournant du numérique, c'est une nouvelle dimension pour une vieille histoire, celle de la production des inégalités en fait. Comme l'indique l'une des études produites à l'occasion du forum, le chemin de la démocratisation des accès à la culture via les médias numériques est en fait encore long. Et les disparités au niveau local comme au niveau global ne sont pas prêtes de se résorber si l'on se contente de rester les yeux fixés sur la seule augmentation générale des taux de connexion. Sur ce point, la responsabilité des pouvoirs publics est essentielle au niveau local et national comme au niveau global. Il s'agit aussi de ne pas perdre la mémoire du monde et d'archiver l'avenir. Parmi les défis que nous pose le tournant du numérique, figure évidemment en bonne place la préservation du patrimoine écrit et audiovisuel. La numérisation nous offre la chance d'en faire un patrimoine d'autant plus vivant que son accessibilité sera démultipliée. C'est, comme vous le savez, une priorité pour mon ministère et pour l'État, qui a décidé de consacrer une partie importante du grand emprunt, 750 millions d'euros en l'occurrence, aux investissements en faveur de la numérisation des contenus culturels, scientifiques, éducatifs, dans le cadre de partenariats public-privé. La numérisation des contenus, c'est aussi au niveau de l'Union européenne, celle des bibliothèques virtuelles et notamment d'Europeana,
à laquelle nous pourrons, j'espère, donner prochainement un second souffle. À ce titre, Madame la Commissaire, soyez sûre que je prendrai connaissance avec la plus grande attention des conclusions du Comité des sages que vous avez créé sur les enjeux de la numérisation. Parmi ces enjeux, je voudrais rapidement évoquer la question des moteurs de recherche et la reconfiguration complète du métier d'archiviste qu'ils impliquent. Disposer de différents moteurs de recherche, c'est bénéficier bien sûr d'une pluralité d'approches. C'est se donner les moyens de pouvoir se servir sur l'ensemble des savoirs de plusieurs cartographies. À ce titre, je me réjouis, par exemple, de l'accord passé entre une grande compagnie internationale de communication et la Bibliothèque nationale de France pour l'indexation de ces ouvrages numérisés. Pour autant, je dis cela sans volonté d'aucune diabolisation de telle ou telle grande entreprise de l'industrie culturelle dont la puissance et la capacité d'innovation nous ouvriraient sans aucun doute de superbes perspectives de partenariat. Mais il est bon parfois de rappeler que la régulation n'est pas un concept du passé et que l'État doit plus que jamais jouer son rôle de garant de l'intérêt collectif. Le maintien par ailleurs d'une pluralité d'acteurs ne peut être qu'un bienfait pour tous ceux qui sont concernés par cette numérisation, qu'il s'agisse des établissements publics, des entreprises ou des chercheurs impliqués. C'est à plusieurs et non à deux qu'il nous faut tirer les conséquences de cette réinvention de la conservation et de l'indexation qui se déroule en ce moment afin de mieux archiver l'avenir, pour reprendre la très belle expression de Milad Douhey. La force des nouveaux classements, le besoin d'évaluer pèse aussi bien sûr sur la diversité linguistique. En tant que ministre de la langue française, je pense en particulier aux chercheurs, désormais jugés sur leur taux de citations en ligne dans des publications essentiellement en anglais. S'il y a bien un domaine où le spectre de l'uniformisation ne se résume pas à un épouvantail facile, c'est bien celui des modalités linguistiques de conceptualisation, notamment pour les sciences humaines et sociales, et en particulier dans des pays où elles s'ancrent historiquement dans un terreau théorique très productif, comme c'est le cas, par exemple, en France ou en Allemagne. Je ne dis pas cela pour agiter le chiffon rouge du français contre l'anglais, c'est tout à fait étranger à ma nature et à ma culture, ou pour contester vainement la fonction véhiculaire formidable assumée par l'anglais, bien au contraire. Mais les langues sont porteuses de façons de penser, et favoriser la production en français dans le domaine des sciences humaines, c'est là aussi se donner les moyens de préserver plusieurs angles de vue pour déchiffrer le monde. La Délégation générale à la langue française et des langues de France étudie actuellement les possibilités qui s'offrent à nous pour soutenir la traduction et la mise en ligne en anglais de cette production scientifique française, suivant un principe simple: traduire et mettre en ligne en anglais pour pouvoir penser aussi en français, tout en garantissant aux chercheurs la visibilité internationale dont il a besoin. Évidemment, ces réflexions peuvent s'appliquer tout autant au chinois, à l'arabe, à l'allemand, à l'espagnol, au néerlandais, voire même à l'anglais. Car il y a, comme vous le savez tous, une très grande inquiétude en Angleterre sur la disparition de l'anglais, au profit d'une novlangue qui serait la novlangue en ligne et qui n'aurait plus beaucoup de rapport avec la langue originale et avec sa richesse d'expression. Un autre défi majeur du tournant du numérique, c'est la nécessité d'assurer le dynamisme et le pluralisme de la création. C'est l'objectif du dispositif que je mets en place en France avec l'Hadopi, dont je rappelle la fonction avant tout pédagogique et préventive, et avec aussi le lancement tout récent d'une opération comme la carte musique. La créativité n'est pas en soi une énergie renouvelable. Elle est une source qui peut très vite se tarir, au même titre que la diversité de l'offre, si les conditions ne sont plus réunies pour un financement minimal.
Force est de reconnaître que pendant plusieurs années, les partisans de la gratuité des contenus en ligne étaient porteurs d'un message séduisant. Les biens culturels appartiennent à tous, ils doivent donc échapper à la logique marchande. Qui, par principe, s'opposerait à une telle proposition qui a en plus le mérite moral de reconnaître qu'un bien culturel n'a en soi pas de prix? Erreur, s'il n'a pas de prix, il a une valeur. À goûter du doux frisson de ce qui paraît parfois apparaître comme une subversion finalement bien consensuelle, on oublie au passage les créateurs qui ont subi le piratage de plein fouet. Au regard des ravages que ce dernier a entraînés ces dernières années sur le financement de la création et sur la préservation de sa diversité, je pense évidemment en premier lieu au secteur de la musique littéralement naufragé. Les derniers partisans de la gratuité à tout prix ressemblent de plus en plus, pour reprendre le bon mot du regretté Philippe Meuret, à des mutins de panurge. Heureusement, l'époque où l'on imaginait, dans une sorte d'emballement sur l'économie de l'immatériel, que la gratuité régnerait sur l'ensemble de ce que l'on appelle les contenus culturels, tant pour leur production que leur consommation, me semble en grande partie révolue. Et la gratuité a perdu beaucoup de son lustre. La question de la rémunération des créateurs et de la valeur des dits contenus a repris sa place centrale dans un débat qui vise à articuler offre numérique légale et dynamisme des filières culturelles de nos économies. Je profite de cette occasion, Madame la Commissaire, pour saluer l'avis favorable que la Commission a émis pour la mise en place de la carte musique en France en entérinant sa comptabilité avec le régime communautaire des aides d'État. Soutenir les industries culturelles et créatives. Défendre l'offre légale contre le piratage, ce n'est pas bien sûr céder pour autant à la logique du tout marché. Le tournant du numérique nous amène à repenser le rapport entre le secteur privé et la puissance publique, dont la position ne saurait se contenter de garantir et de surveiller. L'esprit des partenariats publics-privés que je défends s'inscrit dans une démarche dynamique de soutien des industries culturelles et créatives, notamment le tissu des très petites entreprises et des petites et moyennes entreprises qui doivent être en mesure d'apporter au secteur toute leur capacité d'innovation. Je prendrai l'exemple d'un secteur émergent et dont il faut s'attendre à voir l'ascension devenir fulgurante, le livre numérique. Le Sénat, comme vous le savez, vient d'adopter une proposition de loi relative au prix unique du livre homothétique, afin de prévenir les effets de concentration excessive qui pourraient nuire notamment à la diversité de la création. Nous souhaiterions, Madame la Commissaire, sensibiliser dans les prochains mois d'autres États membres de l'Union à cette démarche. Nombreux sont les domaines où l'intervention de la puissance publique est plus que jamais nécessaire. Je pense par exemple à la TVA à taux réduit pour les biens culturels en ligne. Il en va du pluralisme de la diffusion, qu'il s'agisse du livre, de la musique ou de la vidéo. Les nouveaux services de distribution d'œuvres culturelles en ligne sont encore à la recherche d'un modèle économique viable et devraient pouvoir bénéficier d'un environnement fiscal favorable, comme c'est le cas, par exemple, au Japon ou dans une grande partie des États-Unis. Nous souhaiterions donc, comme vous le savez, Madame la Commissaire, que la directive sur la TVA permette aux États qui le souhaitent d'appliquer des taux réduits sur les biens culturels en ligne. C'est pour moi un enjeu culturel et économique essentiel pour notre pays et nos partenaires européens, ainsi que bien sûr pour le président de la République. Accompagner les nouvelles pratiques. Je souhaiterais enfin que dans une rencontre comme le Forum d'Avignon, nous ne perdions pas de vue l'apport d'un acteur essentiel, je veux parler de la société civile.
Les associations, les agitateurs d'idées, les blogueurs, les faiseurs d'opinion forment la population bigarrée de cet ensemble sous lequel on continue à rassembler par commodité toutes les énergies créatrices qui ne relèvent de fait ni de la puissance publique, ni du monde de l'entreprise. Si je parle de la société civile, c'est parce que cette vieille dame charmante de la philosophie politique connaît une formidable nouvelle jeunesse grâce à l'Internet. Des blogs aux réseaux sociaux, il existe un remarquable potentiel pour l'émergence de communautés d'amateurs, pour l'analyse partagée, pour la contribution à la critique, qu'il s'agisse de musique, de littérature, de cinéma ou de jeux vidéo. En donnant les moyens techniques et en ressuscitant l'envie de croiser les regards, le réseau favorise la multiplication de ce que j'appellerais les communautés de goût. Multiplication innombrable. Ça va des amateurs de la musique du XIVe siècle, aux fans de Jodassin, aux défenseurs du testament de Louis XVI, etc., etc. Innombrable. Encourager cette dynamique, c'est se donner les moyens de tourner plus vite la page du consumérisme, de la perte de temps que j'évoquais plus tôt, de la noyade dans la superficie du virtuel. Ces communautés de goût en ligne constituent l'une des formes de culture pour chacun, de cette culture pour chacun qui est en train de se construire. Le devoir de la puissance publique, c'est de se tenir alors le plus à l'écoute possible des bonnes idées qui émergent du côté de ces nouveaux réseaux, pour les soutenir, leur donner corps, en faire d'excellentes pratiques au sens littéral du terme. Favoriser la culture pour chacun, c'est cela. Remettre le qualitatif au centre des pratiques culturelles dont l'individualisation est accrue par les nouveaux supports, pour le meilleur et pour le pire de notre nouvel âge industriel. L'extraordinaire liberté de choix, la profusion de l'offre d'un côté, de l'autre, le consumérisme podcast, la solitude et l'illettrisme online. On sait ce qu'il faut choisir. Accompagner et contribuer à structurer les nouvelles pratiques en ligne, c'est là l'un des thèmes de la consultation sur la culture pour chacun que je suis en train de lancer au niveau régional et national auprès des acteurs de la culture. Faire émerger les idées, les exposer, en débattre, c'est justement la mission ambitieuse de ce forum, dont la programmation s'annonce une fois de plus très prometteuse. Je tiens à saluer chaleureusement ces organisateurs pour la qualité de leur travail, pour leur engagement sans faille, et en particulier, sous votre égide, Nicolas Sédou, Laure Kaltenbach et son équipe. Je salue également les cabinets d'études qui ont préparé le terrain pour ces 2 journées de discussion et de rencontres sur des sujets aussi variés que la création de valeur dans le monde numérique et le micro-paiement, sur les écrits à l'ère du numérique, sur la culture et le développement des territoires, sur l'accès et les pratiques culturelles en ligne. Les débats qui suivront vont à coup sûr nous aider à y voir plus clair dans les partenariats entre acteurs publics et secteur privé que nous pouvons et nous devons monter, tant au niveau local et national qu'européen et international, si nous voulons faire en sorte que la préservation et la promotion de la diversité culturelle ne soient pas de vains mots. J'ai le sentiment, évidemment, d'avoir été l'interprète devant vous d'une position française. Je suis évidemment à l'écoute attentive de positions différentes et je ne les ai avancées que pour alimenter le débat et je l'espère que vous l'avez perçu sans aucune arrogance, mais au contraire avec le désir désormais de vous écouter les uns et les autres. Je vous remercie pour votre attention. Monsieur le ministre, merci beaucoup pour cette formidable introduction à cette nouvelle session du Forum d'Avignon.
avec peut-être une voix facile à imiter, un ton que beaucoup d'amuseurs aiment reprendre, mais un talent qui, lui, n'est absolument pas imitable. Vous nous avez fait voyager entre le passé si riche, mais un avenir extrêmement prometteur. Et si vous le permettez, tout à l'heure, je vous demanderai de bien vouloir dialoguer avec Neelie Kroes. Neelie Kroes qui est commissaire, mais non seulement commissaire, mais vice-présidente de la Commission européenne, première femme vice-présidente, nous nous en réjouissons, et qui a été une commissaire à la concurrence extrêmement remarquée, qui a d'ailleurs pu à ce moment-là montrer sa connaissance de l'univers numérique, et il était naturel qu'elle devienne commissaire aux techniques numériques et digitales. Il se trouve que c'est aussi ma commissaire, si j'ose dire, dans la mesure où elle a commis l'erreur de me charger d'une petite mission et j'ai commis la faute, et non pas l'erreur, de l'accepter. Mais Neelie, si vous voulez bien, je vous donne maintenant la parole. Merci. Thank you so much, Maurice. And dear Minister and dear Nicolas, if you allow me, and I have to apologize to the audience, you will look at my back, but perhaps that's the best part for some of you. Having said that, I would start to give you an advice. And the advice is never accept an invitation for the forum to speak after the minister, after Frédéric. Never do it. 2 reasons for that. He will give you a list of homework